Bonjour mes amis, vous savez, on retrouve très souvent dans toutes les phases du vol des pilotes fascinés par un objectif. Ça veut dire qu'ils vont focaliser leur attention entière sur quelque chose, sur un atterrissage, sur un décollage ou autre, qui veulent exécuter à tout prix, et leur vision va se transformer un petit peu en vision dite de tunnel. Ça veut dire qu'ils ne vont plus considérer les ramifications de décisions qu'ils prennent. Et très souvent, ces décisions finissent en catastrophe. Alors, vous savez, dans l'aviation, comme dans d'autres secteurs, on peut les trouver dans l'administration, on peut les trouver dans la médecine, dans l'entreprise, il y a des gens qui sont obtus. Il y a des gens obtus, durs de tête, obstinés, et qui n'acceptent pas la remise en doute, qui ne se remettent pas en doute personnellement, qui n'acceptent pas la remise en doute quand elle vient d'une autre personne. Et même quand la remise en doute vient de la réalité elle-même, ils ont tendance à s'obstiner contre tout. Nous sommes le 22 mai 2010. Il y a un avion qui appartient, c'est un Airbus A320. C'est le vol Air India Express 812. Ce vol, il relie Dubaï, l'aéroport international de Dubaï, à l'aéroport de Mangalore, en Inde. Alors, pour situer un petit peu, Air India Express, c'est une filiale de Air India, la compagnie nationale indienne. C'est une filiale low cost. Elle a des avions, elle a du personnel qui vient en bonne partie de chez Air India, et souvent ces pilotes sont des pilotes de passage. Ça veut dire que, par exemple, quand quelqu'un est promu commandant de bord chez Air India, il est placé non pas chez Air India, mais il est envoyé pendant quelques mois chez Air India Express. Donc, c'est une compagnie qui connaît énormément de circulation, énormément de turnover. Une compagnie, qu'elle soit aviation ou autre, pour qu'elle fonctionne bien, elle a besoin de stabilité, elle a besoin de personnel qui est là, elle a besoin de gens qui appartiennent réellement à la compagnie. Ce n'est pas le cas. C'est une compagnie également qui a une sorte de culture un peu particulière. Ça veut dire que certains pilotes avaient dit que s'ils font une remise des gaz dans cette compagnie, ils peuvent finir devant une commission, ils peuvent finir devant un chef pilote, et puis on va questionner, on va remettre en cause leurs décisions et leur dire mais pourquoi tu as fait une remise des gaz? Alors vous savez, le métier de pilote est très difficile et les pilotes sont souvent amenés dans le feu du moment à prendre une décision. Une des décisions, ça peut être dire j'aime pas cette approche, je vais remettre les gaz. Eh ben, si cette décision-là est analysée par la suite, à froid, avec toutes les données, avec des gens qui ont leur temps, et qui remettent en cause tout ce qu'a fait le pilote avant et après ce moment-là, c'est vrai qu'il y a de quoi casser une personne. Il y a de quoi stresser, humilier une personne. C'était un petit peu l'ambiance chez Air India Express. Je vous dis un truc. L'autre jour, je regardais sur YouTube un vol, une compagnie russe qui s'appelait S7, la lettre S et 7. J'ai vu le commandant de bord qui s'approchait sur un aéroport, puis qui tout à coup a dit « je vais remettre les gaz ». Il a remis les gaz, puis il a dit au copilote « j'aimais pas trop l'approche, j'aimerais la refaire ». Cette compagnie a remonté dans mon estime. Parce que je vous dis un truc, les compagnies qui criminalisent les remises des gaz sont des compagnies qui vont avoir des accidents. Il ne s'agit pas de est-ce qu'ils vont avoir un accident ou pas, c'est quand est-ce qu'ils vont en avoir. Toujours est-il que ce 22 mai 2010, c'était un jour d'accident. Le commandant de bord, c'est un Serbe britannique. La compagnie recrutait souvent des étrangers pour compléter un petit peu son staff qui tournait sans arrêt. Le copilote, à droite, était un Indien titulaire qui travaille à plein temps chez Air India Express. Alors très souvent, il y avait des heures entre les employés, si vous voulez, permanents de Air India Express et ces commandants qui n'arrêtaient pas d'aller et de revenir. Dans le sens où on a ce copilote, il aspire, il est assez expérimenté, il aspire à devenir commandant de bord, mais chaque fois qu'un commandant de bord part, il se dit, tiens, il y a une place pour moi, on parachute quelqu'un d'autre. Ça peut être un étranger, ça peut être quelqu'un de chez Air India, qui reste là quelques mois, qui lui donne des ordres, et puis qui finit par partir.
Et au moment où il espère encore une fois passer sur le siège de gauche, il y a encore un gars qui vient. Ce copilote, c'était quelqu'un de très méticuleux, compétent, décrit comme méticuleux, mais quelqu'un qui évitait le conflit direct en général. C'est quelqu'un qui, quand il avait un problème avec un commandant de bord, ou qu'un commandant de bord ne respectait pas un petit peu les procédures, ou faisait des erreurs ou autres, il ne disait rien sur le moment, il notait tout mentalement. Dès qu'il arrivait, il y allait de son rapport. Il allait écrire un rapport et le soumettre à la hiérarchie. Alors, je disais que durant le vol entre Dubaï et Mangalore, qui est un vol qui se passe, vous savez, l'avion décolle, il tourne vers l'est, et puis à partir de là, il va survoler le sultanat d'Oman et puis s'engager au-dessus de la mer, et il va rester au-dessus de la mer littéralement jusqu'à quelques minutes avant son atterrissage. Il fait nuit, le vol est ennuyeux, et dans le CVR, on n'entend pas de conversation entre les pilotes. Ce qu'on entend, on entend le bruit, donc les bruits normaux de l'avion, on entend le copilote qui de temps en temps parle à la radio, échange avec le contrôleur aérien, et on entend un ronflement. Alors c'est pas un ronflement de moteur, c'est un ronflement humain, qui vient de la position du commandant de bord. En fait, durant tout le voyage, durant tout le vol, le commandant de bord est affalé sur son siège en train de ronfler, il est épuisé. Pourtant, il rentrait de vacances, il était en Serbie peu de temps avant. Mais le vol se passait de nuit, il était un petit peu décalé dans ses horaires de sommeil, tout ça, donc il est tombé raide durant le vol et il ronflait. Lorsque l'avion s'approche de Mangalore et le copilote prend contact avec Mangalore, il va le réveiller. Quand il le réveille, il y a un certain état de choses qui va se révéler à l'équipage. Normalement, Mangalore a une approche qui se fait par radar. L'approche radar, l'avantage, c'est que, quelque part, c'est donner, ou quelque part, c'est délocaliser la navigation vers le contrôleur aérien. Ça veut dire que les pilotes sont en contact avec le contrôleur aérien qui leur dit « tournez à gauche à tel cap, tournez à droite à tel cap, descendez à tel niveau, descendez à telle altitude. » Et en fait, il va les voir au radar, leur donner des instructions, et les mettre jusqu'à l'entrée de la piste. Bon endroit, parfait comme une fleur. Le problème qu'ils ont ce jour-là, c'est que le radar est en panne. Et il restera en panne pendant plusieurs jours d'ailleurs, après ce jour. Problème quelconque, pièce, vous savez, bon, le radar est en panne, il marche pas. Donc, ça veut dire que dans ce cas, on a les pilotes qui doivent faire une navigation normale, une navigation IFR classique. Ça signifie s'intégrer sur une route d'arrivée et puis gérer eux-mêmes leur position, gérer leur altitude, demander de descendre, demander donc de commencer la descente au contrôleur aérien, gérer leur taux de descente et tout et tout. Le 737-800, c'est un 737, est un avion très moderne, super équipé, qui n'a aucune difficulté, il faut qu'on le programme correctement, qui n'a aucune difficulté, tout comme un Airbus, à suivre une route d'arrivée, un plan de descente, une approche, et pourquoi pas atterrir s'il le faut. Toujours est-il que les pilotes, un peu surpris, un peu pris de court avec cette histoire de radar, vont faire des erreurs. Alors l'erreur qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont descendre trop tard et pas de manière assez déterminée, de sorte qu'en réalité, tout le long de leur arrivée vers l'aéroport de Mangalore, ils seront plus haut que le plan de descente. Ils seront plus haut que le plan de descente. À chaque moment de cette approche, ils sont plus haut que là où ils devraient être. Fatalement, une fois qu'ils arrivent au niveau donc de l'approche, ils sont trop hauts. Logique. Deuxièmement, l'aéroport de Mangalore est un aéroport un peu particulier. Ça signifie qu'il fait partie de ces aéroports décrits comme étant en tabletop. Tabletop, ça veut dire, c'est un peu comme l'aéroport de Courchevel en France. C'est un peu comme l'aéroport de Madère. C'est des aéroports qui ressemblent, on va dire, ils sont comme une table, quelque part. Vous avez la piste qui représente la surface de la table, et aux extrémités de celle-ci, si vous arrivez aux extrémités de la piste, vous avez un ravin et vous tombez. C'est des pistes qui ne permettent pas l'erreur. Si
il y a un atterrissage qui se passe mal et on sort de l'autre côté, ou si on a un décollage qui est interrompu, on a trop d'énergie et on sort de l'autre côté, au lieu de finir sur du gazon, on risque de finir dans un ravin et puis avec les dégâts qu'on peut facilement imaginer. La difficulté de l'aéroport de Mangalore faisait qu'il y avait une instruction qui disait que c'est seulement le commandant de bord, sachant que c'est le plus expérimenté normalement dans un cockpit, c'est seulement le commandant de bord qui a le droit de faire l'atterrissage et le décollage à l'aéroport de Mangalore. Ce petit détail va jouer son rôle plus tard, dans la psychologie du copilote. Toujours est-il que lorsqu'ils s'annoncent à l'approche, ils sont trop hauts. À un moment donné, notre commandant de bord, le Serbe, prend les commandes et commence à piquer. Ça veut dire que la piste est là, lui est trop proche, trop haut, et il va faire quoi? Il va commencer à piquer sur la piste pour essayer de rattraper par le haut le plan de descente. Et il était très très élevé par rapport au plan de descente. Le copilote lui suggère de faire une remise des gaz. Il dit clairement remise des gaz. Il va le lui dire par 3 fois. Par 3 fois, il va lui dire remets les gaz, remets les gaz, remets les gaz. Et il avait raison. Il avait raison, le copilote. C'était pas une approche rattrapable. Néanmoins, il y a un malentendu quelque part. C'est-à-dire que le copilote, d'un côté, oui, c'est un caractère qui ne veut pas aller à l'affrontement direct. Parce que, en fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est prendre les commandes, tout simplement. Dire à moi les commandes, prendre les commandes, pousser les gaz, mettre le commandant de bord devant le fait accompli. Mais ça, c'est très joli sur le papier, mais peu de copilotes ou de first officers osent faire ça. Il n'osera pas faire ça. Deuxièmement, le malentendu vient du fait que l'aéroport, normalement, les atterrissages et les décollages se font uniquement par le commandant de bord. De sorte que il ne se sent pas une licence ou une légitimité à s'emparer des commandes et faire une remise des gaz. Pourtant, il avait le droit. Oui, d'accord, question atterrissage, il peut pas, et tout, il y a une procédure, mais il n'y a rien qui lui interdisait de faire une remise des gaz, de prendre le contrôle et refaire une remise des gaz. Et en plus, quand on a sa vie qui est menacée, on va pas se préoccuper, outre mesure, des procédures, des règles, des lois. Je veux dire, à un moment donné, c'est clairement une situation où on peut mourir. D'autant plus que le GPWS, qui est le détecteur de proximité du sol, se déclenche en mode 1 et commence à gueuler sync rate. Et après, il dit pull up, ça signifie tire. Sync rate, c'est le taux de descente élevé. Le GPWS, il a plusieurs modes qui fonctionnent selon différentes logiques et qui se déclenchent. Celui-là, c'était le mode 1. Le commandant de bord, à ce moment-là, il est dans une obstination maladive. C'est plus un pilote qu'on a aux commandes, c'est un forcené. Il veut poser à tout prix. Alors la piste de Mangalore, comme souvent le sont les pistes en Inde, et d'ailleurs il y a beaucoup de pistes dans des aéroports secondaires, même en Europe, des pistes en Afrique, qui sont souvent dans un mauvais état. Ça veut dire qu'elles ont quoi? Elles ont des fissures, elles ont des crevasses, il y a une partie de la piste qui s'enfonce un peu, qui retient l'eau de pluie. Il y a aussi un truc très important, c'est que sur les zones d'atterrissage, donc au début de la piste de chaque côté, il y a souvent de la gomme, il y a du pneu qui est laissé par les avions au fur et à mesure des années, qui commence à s'accumuler. Et donc, la piste est couverte de caoutchouc. Caoutchouc qui fait que, en cas de pluie, même maintenant, ma pied peut tomber. Ça veut dire que la piste est vraiment glissante, en réalité. Ce caoutchouc doit être nettoyé régulièrement. Dans cet aéroport, il n'était pas nettoyé, donc réduisant encore la performance du freinage. La piste fait 2500 mètres. Au moment où il la survole, notre pilote est trop haut et trop rapide. Il a 20 nœuds de trop et il est très haut, il passe très haut le seuil de piste. En aucun cas il pourra poser, normalement. Donc, il s'obstine,
et il dépasse donc le seuil de piste, il dépasse le milieu de la piste, il va de l'autre côté, et il pose à 1600 mètres du début de la piste. Ça signifie qu'il pose plus proche de la fin que du début de la piste. La remise des gaz, au fur et à mesure qu'il est en train de pourrir son approche et d'attaquer brutalement et d'avoir le GPWS qui sera dans le CVR, qui sera dans le DFDR et tout ça, et qui sera aussi dans le rapport du copilote, c'est vrai que plus il est brutal avec l'avion, plus il n'a pas envie de faire une remise des gaz et attirer l'attention sur ce qu'il a fait. Ce qu'il espère, c'est juste poser et que l'histoire s'arrête là. Il dira, oh, t'as vu, hein, je l'ai fait, hein, on a eu chaud. C'est ce qu'il espère. Autre chose, il va faire une erreur. Sur les avions de ligne, Airbus ou Boeing, vous savez, moi pour paraphraser Victor Hugo, j'ai l'âme du côté d'Airbus et l'esprit du côté de Boeing. Les deux philosophies ont leur intérêt. Si vous regardez sur un Airbus, vous avez ce qu'on appelle le freinage automatique. Vous avez un système de freinage automatique. Il a sur un Airbus A320, pour comparer au Boeing 737, des avions de même taille, il a généralement 3 positions. Il a la position low, faible, moyen et maximum, ce qui correspond à 3 boutons. Low, medium, high. Donc, sur Airbus, le niveau maximum de freinage automatique ne peut être enclenché qu'au décollage. Il permettra de freiner l'avion en cas de rejet de décollage à grande vitesse. Il ne peut pas être enclenché lors de l'approche. Lors de l'approche, si vous appuyez sur le niveau maximal de freinage, il refusera de le prendre en compte. Il faudra appuyer sur le maximum que vous pouvez mettre, c'est medium, c'est moyen. Ça, c'est Airbus. Sur Boeing, il y a un système avec un bouton rotatif. C'est à peu près la même logique. Sauf que le maximum, on peut le sélectionner à l'atterrissage, mais attention, le bouton, quand vous tournez et vous arrivez vers le maximum, le bouton va bloquer. Il y a une sorte de goupille comme ça qui va le bloquer. Et en fait, ce qu'il faut faire, il faut tirer le bouton et continuer à tourner. Et à ce moment-là, vous pouvez le mettre sur le maximum. Vous voyez que même dans ces petits détails, la différence de philosophie entre Airbus et Boeing. Airbus dit qu'on exploite l'avion de cette façon, il vous empêche réellement de configurer autrement. Hein, si vous voulez décoller, vous ne mettez pas sur le freinage maximal, il ne va pas configurer, il va pas accepter ou valider votre configuration de décollage. Mais si vous êtes à l'atterrissage et vous voulez mettre maximum, il vous refuse cela. Boeing vous décourage d'utiliser le freinage maximal à l'atterrissage. Mais si vous avez une raison valable et qu'en votre âme et conscience, vous voulez le configurer, il vous laissera le faire. Il faut juste tirer sur le bouton pour pouvoir aller plus loin. Il y a un ressort avec une sorte de blocage qui vous empêche. Le freinage qui était sélectionné sur ce Boeing 737-800 était médium, moyen. Ça signifie pas suffisant pour la distance qui restait. Toujours est-il que les analyses ont montré par la suite que si le pilote avait mis le freinage sur maximum, ou bien si le pilote avait freiné manuellement, façon de dire, enfin on freine avec les pieds sur un Airbus, sur un Boeing, un Airbus aussi d'ailleurs, s'il avait freiné lui-même, mis le maximum, mis toute l'énergie du désespoir dans le freinage, sorti dès le toucher des roues, sorti les inverseurs de poussée, les calculs disent que les 900 mètres restants auraient pu quand même permettre au Boeing de s'arrêter. Pire des cas, selon les calculs les plus pessimistes, il serait sorti à très faible vitesse de la piste. En fin de piste, on le voit très bien sur les images satellites, les Indiens ont mis des bacs à sable. C'est des bacs à sable qui permettent, si un avion sort de piste, ils permettent de lui enlever de l'énergie, voire même l'arrêter complètement. Généralement, les roues s'enfoncent dans le sable et l'avion s'arrête. Problème avec ce sable à l'aéroport de Mangalore, c'est que déjà ce sable a été mouillé par la pluie, séché par le soleil,
des mauvaises herbes avaient poussé, leurs racines s'étaient étalées dans le sable, de sorte qu'en fait le sable était presque aussi dur que le béton. Ça signifie que le sable, il aurait fallu régulièrement envoyer quelqu'un, le bêcher, le retourner, l'aérer pour que il puisse faire ce travail-là. Sauf que ce sable était à l'abandon depuis des années. Ok. Notre pilote atterrit à 900 mètres. Il aurait pu encore à ce stade, ok, j'ai touché, la fin de la piste n'est pas loin, remettre les gaz et décoller. Hein, l'avion avait assez d'énergie, il aurait pu toujours décoller. Mais il va pas faire ça. Il va laisser le freinage niveau moyen y aller, sortir les inverseurs de poussée, et pendant 500 mètres, il est en train de voir l'avion décélérer, et la fin de la piste arriver assez rapidement. Il est à 250 mètres de la fin de la piste, et il voit clairement qu'avec la vitesse qu'il a, il va sortir. À ce stade, ça n'aurait pas été une sortie meurtrière. Ça aurait été une sortie, il aurait perdu sa licence, il aurait perdu son job, il aurait cassé un peu de matériel, il aurait secoué des gens, mais ça serait arrêté là. Là, il va faire encore une erreur funeste. Et vous voyez, mes amis, les avions pardonnent beaucoup. Mais à un moment donné, si on empile les erreurs, et que chaque fois, quand on arrive à une bifurcation, quand on arrive à un niveau de décision, on prend la mauvaise décision, il y a un moment donné où on va atteindre les limites du système. C'est ce qui va se passer. Alors qu'il est à 250 mètres de la fin de la piste, le commandant de bord décide de faire quoi? Décide de remettre les gaz. Prend les manettes des gaz et il les pousse à fond. Ça n'a aucun sens. Si tu freines sur 500 mètres, tu ne pourras pas regagner cette vitesse-là sur 250 mètres. Les freins dans un avion sont plus puissants que les moteurs. Il faut plus de distance pour décoller que pour atterrir. Les freins sont très puissants. Donc, c'était un move désespéré, qui n'a aucun sens. Toujours est-il, il va le faire. Il met les gaz à fond. Le copilote à sa droite aurait pu prendre les gaz et les arrêter et dire tu te fais une raison, quoi. Arrête tes conneries. Il aurait pu ramener les gaz à zéro, mettre le freinage d'urgence, il y a une manette comme ça, et puis voilà, puis ce qui arrivera, arrivera. Non. Le copilote, probablement, mentalement, rajoute ce détail sur le rapport qu'il est en train d'imaginer, qu'il va soumettre à la hiérarchie. L'avion reprend de la vitesse, et c'est les moteurs qui sont à fond maintenant, et il va sortir de la piste. Il passe par-dessus le bac à sable, et il faut voir une chose aussi, et il arrive à la fin du bac à sable. Quand on finit le bac à sable, on a une pente brutale. Les avions qui sortent d'aéroports de type Top Tables, qui sortent de la piste, généralement ils font pas ça. Ça c'est la pente, il est sur la piste là, il arrive à la pente, ok. Il va pas faire ça et descendre le long de la pente, ok. Il va pas faire ça. C'est pas une Jeep, c'est pas une Jeep qui fait une embardée, qui est folle, t'as pas de frein, qui tu vas dévaler le talus. Non, c'est pas ça. L'avion, il a des ailes, il y a des moteurs. Dans ce cas-là, ils sont à fond. Il a une portée résiduelle. Donc il va faire quoi? Quand il arrive au niveau du talus, il va faire ça. Il va survoler donc le talus sur quelques dizaines de mètres, et il va finir au fond du ravin, à la brutale. C'est ce qui s'est passé. Donc, le 737 tombe dans le ravin, et immédiatement, il prend feu. Il y a initialement 9 personnes qui réussissent à s'extraire, il y avait 166 passagers dedans. Il y aura ce jour-là 158 morts. Ça signifie que la blague ou l'acharnement dont je vous parle, c'est 158 morts quand même. Il y a 9 personnes qui réussissent à s'en sortir dans les premières secondes. Ils prennent un enfant avec. L'enfant meurt sur le chemin de l'hôpital. De sorte que le bilan total, c'est il y avait 166 passagers, 166 personnes en tout. Il y a 8 survivants, 158 personnes mortes, dont une majorité qui sont tués par le feu qui s'est déclaré très vite, et ils n'ont pas pu s'extraire.
Les pilotes sont morts. Le commandant de bord est mort sur le coup. Le copilote n'écrira jamais son rapport. En tant que rapport, il y aura un rapport d'accident, mais il n'y aura pas un rapport. D'accord? De copilote, en tout cas. Et c'est fini. Scandale en Inde, les classiques sur la sécurité aérienne et tout ça. Ok. Faut savoir une chose. Les compagnies aériennes, même quand elles sont dites chaotiques ou peu sûres ou peu organisées, restent quand même des systèmes beaucoup plus organisés que la moyenne des restos, la moyenne des hôpitaux, la moyenne des entreprises. Et ces systèmes-là, malgré des apparences des fois chaotiques depuis l'extérieur, ont tendance à reproduire les mêmes travers dans le temps. Ce qui montre que l'accident n'est pas complètement lié au hasard, n'est pas complètement injuste, mais qu'il est le fruit d'un système. La preuve, 2020, c'est mon été 2020, c'est mon août 2020, il y a Dubaï frappé par le Covid, il y a beaucoup d'Indiens qui travaillent là, qui n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux, parce qu'ils sont confinés, ne peuvent pas travailler, n'ont plus d'argent. Et là, l'Inde lance une opération, un pont aérien, pour sortir ses ressortissants de Dubaï. Dans ce cadre, ils envoient la compagnie Air India Express. 737, 800, plein de passagers, décolle de Dubaï, et il va à l'aéroport de Calcutta. L'aéroport de Calcutta, il est pas très loin de l'aéroport de Mangalore, il est sur la côte ouest de l'Inde. Pareil, c'est un aéroport tabletop, donc un aéroport avec des deux côtés un ravin, ou un talus qui descend assez brutalement, une piste dans un sale état. On a commandant de bord, copilote, les deux c'est des Indiens cette fois-ci, 100% d'Indiens dans cet avion, parce que de toute façon c'est pas un vol touristique, c'est un vol d'évacuation. Et il se passe quoi? Je vous le donne en mille. Ils atterrissent, ils avaient contre eux météo qui se dégradait avec une visibilité qui baissait. Toujours est-il, l'avion passe le seuil de piste, trop rapide. Il atterrit plus proche de la fin de la piste que du début de celle-ci. Pause, freinage inefficace à cause de la gomme de pneus et de l'état, le sale état de la piste. Nous sommes en 2020, nous sommes 10 ans après le premier crash. Les pilotes font quoi? Ils décident de mettre les gaz et ils sortent de la piste à ce moment-là. L'avion est cassé, c'est la reproduction exacte, à l'identique du crash de 10 ans plus tôt. La seule chose qu'ils ont eu, ce coup-là, la seule chance qu'ils ont eu dans leur malheur, c'est que l'avion n'a pas pris feu. Il semblerait que quelqu'un, le pilote, ait arrêté les moteurs, que les moteurs soient arrêtés avant l'impact final. L'avion n'a pas pris feu, 21 morts. 21 morts, des gens qui étaient évacués, c'était le vol, je ne me rappelle plus le numéro du vol, c'était en août, il s'est écrasé à Calcutta en août 2020, un autre 737. Donc on a cette compagnie qui va reproduire exactement le même problème qu'avant, le même type de crash qu'elle va reproduire. Voilà mes amis. Donc, 21 morts ce coup-ci. Ça veut dire que la sécurité des vols ne s'était pas sensiblement améliorée depuis 2010. Ça veut dire que malgré ce coup à 158 morts, il n'y a pas eu d'évolution nette des mentalités et des pratiques. Voilà mes amis, je vous laisse et je reviens dans une autre vidéo.